C'est une rencontre, c'est un peu normal que vous ayez des choses à vous dire. C'est pas grave, on va enlever 17% du temps de parole de chaque intervenant. Ou alors passer dans un temps quantique où toutes les interventions se passent en même temps. Donc, on passe dans ce deuxième temps de la journée où on va aller plus loin sur des thématiques qui sont à la fois des thématiques publiques et des thématiques citoyennes et de solidarité. Thématique publique, tout à l'heure en ouverture, Daniel, Olivier Lelamer, pour commencer, ensuite Daniel Kaplan ont pas mal posé la question des relations de confiance, on va dire, entre les acteurs d'en haut et la société. C'est un petit peu ça qui se joue, qu'on n'a pas, nous, à la FIN, directement exploré dans le cadre de notre expédition Confiance, que par ailleurs, on est en train de commencer à regarder avec les gens de l'État, de la DGME, autour de qu'est-ce que ça peut bien être que la place de l'État dans les réseaux sociaux et les médias sociaux. C'est une vraie interrogation. Et donc, pour nous aider à nous poser des questions, et pour aider à raconter dans quel paysage on est, on va commencer avec Céline Fèvre, qui est la directrice du syndicat mixte Mégalis. Donc je vais te laisser te présenter et prendre la parole. Voilà. Merci. Très bien, bonjour. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais en effet présenter le syndicat mixte Mégalis. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi j'en viens à parler de la confiance numérique. Donc, le syndicat mixte Mégalis Bretagne est une structure de coopération territoriale qui a pour objectif de contribuer au développement pérenne des services d'administration électronique en Bretagne pour répondre aux attentes des collectivités bretonnes et de leurs interlocuteurs en termes de simplification et de rapidité, et puis également pour rationaliser les organisations et optimiser la dépense publique, ce que l'on fait notamment au travers de la mutualisation et de l'application d'un certain nombre de principes, comme la solidarité territoriale, qui fait que les grandes collectivités, notamment le conseil régional, les conseils généraux et les agglomérations, financent, subventionnent une politique publique pour que finalement les services d'administration électronique puissent profiter aux plus petites communes. Donc nous avons 86 membres, parmi lesquels, je les ai cités, le conseil régional, les 4 conseils généraux, 10 communautés d'agglomération, 67 communautés de communes et 4 villes, ce qui représente environ 1100 communes sur les 1268 que compte le territoire breton. Donc nous avons pour objet d'œuvrer au développement de l'administration électronique, étant entendu que l'administration électronique désigne l'utilisation des TIC par les administrations publiques visant à rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers et en améliorer le fonctionnement interne. De ce fait, les collectivités locales et les administrations au sens large sont confrontées à de nouveaux rôles et ont à faire face à un certain nombre de nouveaux enjeux, comme la modernisation et la rationalisation de leur propre organisation, en modifiant les procédures et les circuits décisionnels. C'est un enjeu organisationnel véritablement important, et les agents des collectivités territoriales sont véritablement confrontés à ces problématiques-là qui sont vraiment pas simples. Autre enjeu, l'amélioration et la productivité des administrations qui finalement sont vues comme des offreurs de services désormais, de la même manière que peuvent l'être les offreurs de services privés. Donc elles sont amenées à simplifier les procédures administratives vis-à-vis de leurs citoyens, ce qui n'est pas non plus très simple. C'est véritablement un changement de façon d'être, de façon de faire. Donc il faut conduire le changement, et c'est le rôle notamment du syndicat mixte. Elles doivent également faciliter l'accès des citoyens aux démarches administratives, et puis garantir une bonne utilisation des deniers publics, et cela au travers d'un certain nombre de principes, de valeurs, et c'est l'objet de bonnes politiques publiques. Donc c'est tout ça qu'on essaye de faire tous ensemble, avec l'aide des collectivités. Donc Mégalis, c'est avant tout une politique publique qui a pour objectif de développer l'administration électronique au profit des usagers étant entendus au sens large,
citoyens, mais également associations et puis entreprises. Alors, si on essaye de se poser la question de savoir quel serait l'environnement de confiance d'une offre de services en ligne à destination des usagers, et pas seulement donc des citoyens, hein, entreprises et associations, c'est bien nous comme ça qu'on le voit. Finalement, on se dit, et c'est ce que je pense, que la confiance numérique, l'environnement de confiance, est composé d'un certain nombre de briques qui elles-mêmes sont composées d'un certain nombre d'éléments. Et ce sont l'ensemble de ces éléments mis bout à bout qui vont finalement constituer l'environnement de confiance dans lequel pourront avoir lieu l'ensemble des échanges électroniques entre les citoyens et les administrations, mais également les échanges interadministratifs entre administrations entre elles, administration déconcentrée de l'État et collectivités territoriales. Donc la première brique, c'est le cadre juridique. On dispose en France d'un cadre juridique complet. Il n'y a aucun vide juridique de mon point de vue. Le cadre juridique européen existe également. Donc j'ai cité, j'ai indiqué un certain nombre de lois qui sont finalement les principales lois sur lesquelles s'appuyer à chaque fois qu'on parle d'échanges électroniques. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut les citer. La loi informatique et liberté 78 modifiée en 2004, qui pose finalement le cadre de la protection de la vie privée et des données personnelles. La loi CADAT 78, la directive de 2003 et l'ordonnance de 2005 qui pose le cadre de l'accès aux documents administratifs et le cadre juridique lié à la réutilisation des données publiques dont on a largement entendu parler ces derniers mois. Une autre loi qui est importante, c'est celle du 12 avril 2000 portant adaptation des droits de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Et c'est cette loi qui pose une équivalence juridique entre l'écrit papier et l'écrit électronique et qui donne toute sa valeur aux échanges électroniques. Et en termes de droit de la preuve et de valeur probatoire, c'est essentiel. Et en cas de contentieux, c'est sur cette loi qu'on va s'appuyer pour finalement donner une valeur probatoire à un document électronique dématérialisé qui, par exemple, pourra être archivé de la même manière par la suite. Ensuite, nous avons donc l'ordonnance du 8 décembre 2005 qui est également essentielle puisqu'elle pose le cadre lié aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives elles-mêmes. Donc c'est véritablement sur cette ordonnance qu'on va s'appuyer s'agissant des échanges administratifs. Et lorsqu'un usager aura éventuellement des choses à attendre ou des droits à faire valoir, il s'appuiera sur cette ordonnance. Ensuite, il existe un certain nombre de référentiels qui vont s'imposer à l'administration s'agissant des échanges électroniques. C'est le référentiel général d'interopérabilité, de sécurité, d'accessibilité, sur lequel a travaillé la Direction générale de la modernisation de l'État et qui s'impose à nous, collectivités, dans la mise en œuvre de l'administration électronique. Il existe évidemment plein d'autres textes de loi et textes réglementaires sur lesquels s'appuyer, mais il me semblait que c'était les textes essentiels sur lesquels nous pouvions nous appuyer et qui sont un élément de la confiance numérique que l'usager peut avoir dans sa relation avec l'administration. Ensuite, une autre brique, ce sont les principes et les valeurs sur lesquels s'appuyer finalement dans la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres, donc que les usagers peuvent avoir avec l'administration. Alors ces principes découlent du cadre juridique pour certains, mais ce sont des principes de vie courante. Hein. Tout à l'heure, j'entendais dire que voilà, dans la relation que les individus ont aux autres, il y a une relation de confiance qui s'opère. Donc on peut citer le principe de transparence qu'on a évoqué ou invoqué notamment au travers des politiques liées à l'open data, des principes de responsabilité. Pour qu'il y ait une confiance, il faut poser clairement la responsabilité des uns aux autres, des principes de gouvernance. Les acteurs qui interviennent dans ce domaine-là sont
différentes natures sont assez nombreux, que ce soit les acteurs qui agissent au niveau de l'État, au niveau des collectivités, les acteurs privés. Pour que le citoyen s'y retrouve, c'est un peu compliqué, donc il faut être en capacité d'organiser cette gouvernance et de rendre lisibles les rôles des uns et des autres. Un principe d'accessibilité qui rejoint aussi les questions liées aux approches multicanales, à la mobilité, et qui est mis en avant notamment au référentiel général. Et puis un principe qui est très très important, qui est la question de l'interopérabilité, qui est essentielle lorsqu'on met en œuvre des services publics en ligne aux citoyens, puisqu'il faut rendre interopérables ces services avec un certain nombre de logiciels métiers pour que les agents puissent traiter les démarches. Et puis à un moment donné, le citoyen n'est pas un usager unique d'un service qui lui est mis à disposition par une collectivité, mais c'est aussi l'usager des services de l'État, et donc on doit lui rendre transparent finalement les choses. Troisième brique, on va dire que c'est la brique sécurité. Donc se pose des questions liées à l'identification de la personne, des questions liées à l'intégrité des données, des questions de chiffrement, d'horodatage, que l'on retrouve à chaque fois qu'on s'interroge sur la mise en œuvre de services en ligne. Finalement, je dirais qu'au-delà de ces questions-là, la question est de savoir quelles sont les règles d'identification de sécurité qu'on va mettre en œuvre en fonction du type de service. Ça ne sert à rien d'aller mettre un niveau de sécurité qui va devenir une barrière à l'usage du service si finalement les données qui sont échangées ne sont pas spécialement importantes. Donc il faut véritablement se poser les bonnes questions. Nous, dans les services qu'on met en œuvre, le support à cette sécurité, si je puis dire, c'est le certificat électronique et la signature électronique d'un certain nombre de documents. Ce n'est pas sans poser problème, d'autant qu'en fonction des lois que j'ai pu citer, le niveau de sécurité requis est différent, que parfois on le voit sur un certain nombre de services. On prend l'exemple des impôts en ligne. Au départ, l'usage du certificat électronique était requis. On a vu que l'État fait machine arrière et que finalement maintenant on peut télédéclarer ses impôts sans certificat électronique. Sur la télé-TVA, c'est la même chose. Donc finalement on voit bien qu'au départ on a tendance à vouloir mettre un niveau de sécurité important, puis finalement on se rend compte que dans la mesure où on est dans un système finalement déclaratif, que finalement ce niveau de sécurité n'était pas forcément obligatoire. Par contre, sur d'autres sujets, il me semble que la signature électronique d'un acte juridique est essentielle, puisqu'elle est liée au consentement de la personne, aux obligations qui découlent de cet acte, donc elle est nécessaire et qu'elle va permettre de donner au document en question une valeur probatoire et en cas de contentieux, elle aura toute sa valeur. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Quatrième brique, le dispositif d'accompagnement que nous sommes en capacité ou pas de mettre en œuvre, et c'est essentiel. Sans accompagnement, sans sensibilisation, sans formation, il ne peut pas y avoir d'usage. L'administration électronique engendre un tel changement qu'il faut véritablement que les usagers s'approprient ces nouveaux concepts et ces nouvelles façons de faire. Donc ça nécessite de former les usagers, les agents également du côté des collectivités qui sont confrontés à un changement clair de leur métier, de leur relation à l'usager, sensibiliser aussi les décideurs territoriaux aux enjeux de l'administration électronique, aux enjeux de la protection des données personnelles, aux enjeux d'Internet, plus généralement. Il faut avoir une communication qui soit adaptée et puis un accompagnement de proximité. Alors c'est beaucoup ça qu'on essaye de faire au syndicat mixte en accompagnant de manière le plus proche possible les collectivités pour qu'elles puissent être en capacité de proposer aux usagers des services publics en ligne. Donc finalement, il faut être en capacité pour créer un véritable environnement de confiance qui permettra aux échanges électroniques de se développer. Il faut être en capacité de trouver un équilibre entre des exigences de sécurité
les besoins des usagers et puis la protection de la vie privée. Il faut en cela faire une véritable analyse des risques. C'est de mon point de vue le rôle du politique, des administrations, de toujours trouver l'équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. Et puis on peut dire aussi que les TIC ne se suffisent pas à elles-mêmes, elles sont au service de l'intérêt général, et là en l'occurrence au service du service public. Et puis on pourrait dire finalement que lorsque l'ensemble de ces éléments sont réunis, se crée en quelque sorte un contrat de confiance virtuel entre les usagers et l'administration, puisque finalement, dans les différentes études qu'on a pu faire et qu'on a pu lire, il semble que l'administration bénéficie d'une présomption de confiance, en quelque sorte. Mais pour ça, il faut, pour que ce contrat de confiance virtuel existe, il faut qu'il y ait une reconnaissance des droits des usagers du service public en ligne, qui peuvent être un petit peu différents de ceux du service public tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant. Il faut que l'usager soit responsable et qu'il puisse prendre ses décisions de manière éclairée et se positionner dans ce nouvel environnement. Il faut définir les besoins de manière concertée, les besoins des usagers, et du coup il faut être en capacité de l'associer finalement aux nouveaux services publics et aux nouvelles offres qu'on sera en capacité de lui offrir. Et puis certainement il faut consacrer un droit à l'expérimentation. C'est un droit qui est consacré par la Constitution, mais aujourd'hui on n'en use peut-être pas assez, et finalement l'expérimentation c'est le moyen de pouvoir avancer ensemble et puis de pouvoir se positionner les uns aux autres dans un environnement qui évolue sans cesse. Voilà. Merci beaucoup. C'est important. Voilà, il fallait avoir confiance. Donc, merci Céline. Moi, ce que je trouve très important dans ce que tu as placé comme paysage, c'est les façons dont s'articulent des règles juridiques techniques, du procédural, et puis dans votre travail, qui est un travail de socle en réalité, la part culturelle, c'est-à-dire qui est du côté des principes et des valeurs et du côté de l'accompagnement. Et les deux évidemment s'entrelacent. Et notamment sur des points très importants historiquement, tu as mentionné dans les aspects juridiques, par exemple la question de l'écrit. C'est une question qui est très datée, c'est-à-dire le moment en gros où il y a eu un passage des transactions commerciales et juridiques à l'écrit, c'est un moment relativement récent dans les siècles. C'est-à-dire que le passage de l'oral à l'écrit a été très daté, très attesté, il a donné lieu à une professionnalisation, etc. Et là, curieusement, parmi les choses que tu nous racontes, il y a notamment des moments où le numérique va permettre un allègement. Et on va arrêter de demander des pièces jointes systématiquement. On va arrêter de demander 12 000 certificats systématiquement, parce qu'on va se dire, ok, le risque est acceptable, et en revanche, l'enjeu serviciel, comme on pourrait dire, est assez important. Alors moi, pour compléter, l'administration électronique, on peut se dire, oui, c'est un truc, on l'a entendu tout à l'heure, 89% des gens utilisent des services d'administration électronique. Donc c'est pas peu, ça fait partie des services les plus avancés parmi les services numériques qu'offrent les acteurs publics. Mais on est dans un processus où tous les services urbains, par exemple, sont en train d'avoir leur couche numérique, qu'ils soient ou non des services d'administration électronique. Donc on est dans un cadre très très large qui est celui de la réflexion autour du cadre de confiance entre les acteurs publics et les citoyens et les usagers, effectivement avec la diversité des usagers que tu as mentionné, et avec autour de ça un fait français qui est que pour l'instant il n'y a pas eu de... il y a une présomption de confiance parce qu'il n'y a pas eu de gros soucis, notamment pas d'énormes pertes de données récentes ou pas de gens qui dans un train lâchent un CD comme ça s'est produit en Grande-Bretagne avec 4,5 millions de personnes dont les infos personnelles se retrouvent ainsi dans la nature. Donc on voit que vous êtes sur des objets fragiles, autrement dit la part de sécurité n'est pas neutre non plus, mais vous dites qu'elle n'est pas suffisante et que d'une certaine façon il faut aussi l'autre volet qui était mentionné
en ouverture de la journée. Bon, et puis d'autre part, on va se retrouver avec des nouveaux objets d'études dans les années qui viennent. Par exemple, à Inégalis, vous avez pas mal travaillé depuis des années autour de la signature, autour de l'archivage, autour de choses comme ça. Et progressivement, les points mentionnés par Daniel en ouverture autour de l'outillage de la personne vont poser la question de qui garde les données. Comment est-ce que ça se passe sur la ligne de temps? Vous savez, on est forcé de conserver tout un ensemble de pièces et l'administration s'occupe de conserver les siennes. Est-ce que l'administration va nous aider à conserver les nôtres? Ou comme c'est le cas aujourd'hui du chèque emploi-service, bon, bah, tout ce qui est avant janvier 2010, débrouillez-vous, écrivez-nous, et ainsi de suite. Bah, ça y est, j'ai capté. Donc on va rentrer dans ce genre de cas de figure qui est absolument pas neutre par rapport à des questions autres que les questions de relations administratives, parce que si vous lisez des auteurs comme Pierre Rosanvallon, la qualité des relations à l'administration et du service public est le socle de la légitimité démocratique. Ce n'est pas du tout des choses étrangères. Quand on est usager, on n'est pas citoyen, mais il se trouve que c'est la même personne, et que c'est les mêmes instances publiques, et que c'est le même contrat social. Je passe tout de suite la parole à Norbert pour enchaîner dans cette aventure.